Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Cordier, je suis stagiaire postdoctoral au LIRID à l'université de Sherbrooke et je vais vous survoler mon sujet de doctorat qui s'était articulé autour de l'analyse du cycle de vie conséquentiel dynamique pour le cas de l'augmentation de l'utilisation du bois dans la construction. Donc, le projet était financé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, par les partenaires industriels du CIRCERB, qui est la chaire industrielle de recherche sur la construction éco-responsable en bois, et ainsi que par mes directeurs, dont le premier est directeur du LIRID et le second directeur du CIRCERB. Alors, mon projet s'est inscrit dans le cadre de la Charte du bois au Québec, qui fait suite à une crise où l'industrie forestière a vu une baisse de production de bois d'œuvre. Donc, il y a eu plusieurs versions de la charte jusqu'à 2017, à l'année où j'ai commencé mon doctorat, avant d'aboutir à une politique en 2021. Donc, dans la charte, la charte était une initiative du gouvernement qui visait à promouvoir l'utilisation du bois et augmenter l'utilisation du bois, notamment avec un soutien financier pour la R&D et puis un soutien au développement de programmes de formation. Donc maintenant que c'est une politique, le gouvernement a obligation de soutenir les acteurs. Donc les bâtiments, on voit de plus en plus de bâtiments non résidentiels en bois qui apparaissent et qui peuvent représenter une faisabilité technique à l'échelle du bâtiment. Le bois, il est aussi mis en avant pour sa faible intensité carbone dans les scieries notamment, et par rapport aux autres matériaux de construction. Cependant, les avantages environnementaux de certains projets sont pas faciles à extrapoler. Donc, on peut se poser la question de l'effet environnemental à grande échelle pour tout un stock croissant de bâtiments. Et est-ce que cette utilisation peut provoquer des changements dans les différents secteurs? Donc, il est question d'explorer les potentiels changements et les impacts environnementaux. Donc, lorsqu'il s'agit d'évaluation d'impact, l'analyse du cycle de vie est de plus en plus considérée, puisque c'est une méthode qui prend en compte une grande variété de flux élémentaires qui sont échangés entre le système étudié et puis l'environnement. Et elle considère notamment une grande variété de types d'impacts qui sont causés par les flux élémentaires. Donc, il existe des bases de données. On a cité Coinvent précédemment, qui font l'inventaire de ces flux élémentaires par unité de produits, de procédés ou de services, et qui suivent aussi les principes de l'analyse des flux de matière. Enfin, en l'occurrence, pour l'inventaire des flux élémentaires, ils seront plus au niveau de l'analyse des flux de substances. Dans l'analyse du cycle de vie conséquentiel, l'objectif est d'informer sur l'évolution globale des impacts. C'est pourquoi on se concentre sur les flux qui réagissent en conséquence d'un changement du système. Donc, dans mon cas, augmentation de l'utilisation du bois. Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'augmenter la production, ou est-ce que il faut alimenter la production par d'autres systèmes? Et puis la même chose euh, par rapport à la fin de vie des produits. Est-ce que la fin de vie pourra suivre le business as usual ou alimenter d'autres secteurs? L'analyse des flux de matière m'a aidé dans la modélisation, puisqu'elle fait le lien entre les sources, les flux, les puits intermédiaires et finaux. Et donc c'est un outil qui aide à la gestion de la ressource et justement à supporter l'inventaire, que ce soit les flux élémentaires ou les flux de produits. Donc, dans l'ACV conséquentiel, il existe une procédure d'identification générale des technologies qui sont affectées ou non par les changements. Elle se présente en étapes successives qui questionnent l'utilisateur sur les technologies et ressources qui peuvent être affectées par un changement. Donc, il faut aussi analyser les conditions du marché. Et par exemple, par rapport à la première étape, identification de l'échelle, quand je commençais ma revue bibliographique, je remarquais que les ACV conséquentiels qui pouvaient aussi traiter de la substitution de matériaux dans les bâtiments
L'étude, elle était principalement faite à l'échelle de l'unité. Alors, ça peut ne pas être un problème s'il y a une linéarité entre les conséquences d'une petite décision et puis la taille du changement. Mais la taille doit quand même refléter l'ampleur des conséquences euh, pour des décisions notamment, qui peuvent concerner l'ensemble d'un secteur. Donc parfois, il y a forcément la nécessité de considérer l'échelle, puisque la négliger n'aide pas à positionner l'ampleur de la demande par rapport à la limite des ressources disponibles. Bon, je vais pas vous faire toute la bibliographie, mais aussi l'analyse des flux matières m'a aidé à identifier les tendances, à modéliser la répartition des flux, leur accumulation de stock, et puis depuis la ressource jusqu'à la fin de vie. Quand on parle de produits en bois, on pense aussi à la séquestration du carbone. Et puisque l'effet n'est pas visible, l'effet de la séquestration n'est pas visible dans une analyse du cycle de vie statique à cause des facteurs de caractérisation qui vont caractériser l'impact sur le changement climatique. Donc, parce que ces facteurs de caractérisation statique, ils considèrent l'impact potentiel indépendamment du moment auquel se produisent les captures de gaz et puis les émissions de gaz. Donc j'avais aussi la nécessité de faire une modélisation dynamique pour voir comment la création du stock croissant de structures en bois aiderait à maintenir l'avantage de la séquestration. Et enfin, lorsqu'il est question de quantifier les matériaux utilisés dans les bâtiments, l'indicateur de composition des matériaux le plus utilisé dans la bibliographie est le kilogramme mètre carré. Mais la quantification des flux de matière dans le secteur du bâtiment, elle était limitée aux bâtiments résidentiels en raison d'un manque de données pour les bâtiments non résidentiels, et l'analyse des flux de bois aborde généralement euh, la consommation des ressources. Enfin, en tout cas, les données abordent principalement la consommation des ressources, mais pas les produits, parce que ces données officielles ne couvrent moins les produits spécifiques des différents secteurs. Le consommateur, il n'est pas tenu de, euh, de faire un rapport de ses consommations au gouvernement, mais les différents acteurs, eux, ils peuvent être amenés à, à fournir des statistiques. Et pourquoi les bâtiments non résidentiels par rapport au... donc mon cas d'étude, il se concentrait sur les bâtiments résidentiels, puisque au Québec, la résidence unifamiliale, voire même jusqu'à 6 étages, elles sont principalement fabriquées en bois. Donc il n'y a pas d'intérêt d'augmenter l'utilisation du bois dans ces bâtiments résidentiels, mais plutôt dans les bâtiments non résidentiels, puisque quand j'ai commencé mon projet, il y avait à peu près 30% des bâtiments qui avaient une structure principalement faite en bois. Donc, premier objectif qui visait à modéliser les flux de matière au cours du temps afin de supporter la modélisation et aider à identifier les flux dans les différents secteurs. Second objectif qui visait à modéliser la substitution de matériaux de construction pour les produits de structure en bois. Et troisième objectif, pour modéliser la séquestration du carbone dans un roulement de stock dynamique. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une estimation des quantités, puis une projection, puis j'ai remonté la chaîne d'approvisionnement pour comprendre l'importance de l'estimation par rapport à la disponibilité de la ressource. Donc, comme je disais, avec les indicateurs kilogrammes par mètre carré de bâtiment, j'aurais pas pu couvrir tout le cas d'étude. Donc, je suis passé par les permis de bâtir qui donnent une valeur du coût une estimation du coût de construction, la part du coût de la structure par rapport au coût de construction pour me ramener à l'échelle de la structure, le pourcentage de bâtiments non résidentiels qui ont une structure en bois, et pour avoir la quantité de bois, le coût de la structure au mètre cube de bois. Donc, vous voyez quand même une grande variabilité entre tous ces paramètres et puis leurs projections. Et
Donc voici les résultats de cette estimation pour l'utilisation du bois dans les bâtiments non résidentiels. Donc le plus 700%, c'est en considérant tous les paramètres extrêmes de toutes les valeurs extrêmes de chacun des paramètres. Donc pour avoir une fourchette, j'ai considéré les, euh, les valeurs minimales, moyennes, et puis enfin les valeurs extrêmes et puis moyennes. Donc forcément, avec toutes les variabilités combinées, les paramètres impliquent une grande variabilité autour du scénario moyen, et principalement dû aux paramètres qui sont liés au coût de la structure. En tout cas, le résultat englobe quand même une large gamme de possibilités. Après, l'objectif est aussi de comprendre l'importance par rapport à la disponibilité de la forêt. Est-ce que la ressource peut être limitée? Est-ce qu'il y a plus de disponibilité que de demande? Vous voyez ici pour les résineux qui sont principalement utilisés dans les structures, la courbe du haut, c'est la limite récoltable qui est fixée par le forestier, par les forestiers en chef. Cette courbe-là représente les récoltes totales de résineux. Vous voyez la tendance des récoltes totales et puis les pointillés en noir qui était mon plus 700% de l'estimation de bois dans les structures non résidentielles. Et ici j'ai juste représenté l'importance des exportations. Je vous présente une autre présentation de l'analyse des flux de bois que j'ai pu construire. Et donc moi après je me suis concentré sur les bâtiments non résidentiels. Donc ça m'a aidé à comprendre aussi les rendements puis à remonter jusqu'à la quantité récoltée. Donc pour faire ce graphique. Deuxième objectif, donc j'ai modélisé une augmentation de l'utilisation du bois dans la construction. Pour chaque tonne de bois ajouté, je suis allé faire une estimation des quantités d'acier et de béton qui peuvent être déplacées par cette tonne de bois qui est ajoutée dans les structures. Pour faire des premières caractérisations environnementales, j'ai utilisé la base de données Coinvent et puis la méthode d'évaluation Impact 2002+. Donc, avec plusieurs cas d'études qui comparaient des bâtiments majoritairement faits en bois, comparés aux bâtiments majoritairement faits en acier et ou en béton. Je me suis intéressé à la quantité déplacée et ce que moi je regarde pour une tonne qu'on ajoute, combien de tonnes disparaît, enfin peut être déplacé d'acier et de béton. Donc, obtenu à partir d'une vingtaine de bâtiments non résidentiels, ça a donné la distribution pour les facteurs de substitution de l'acier et puis du béton, déplacé par une tonne de bois. On voit qu'il y a quand même un ordre de grandeur de différence entre l'acier déplacé et puis le béton déplacé. Et pour la présentation des résultats, je vais juste me concentrer sur la valeur moyenne et puis je comprends qu'il me reste 5 minutes, c'est ça? Sur la valeur moyenne et puis et puis les valeurs extrêmes. Donc par tonne de bois qui est ajouté, je vous présente trois scénarios, le moyen puis l'extrême. Ici vous avez les impacts pour le changement climatique uniquement pour la phase de la production, où la substitution de l'acier qui était la plus faible en termes de quantité permet un évitement d'impact beaucoup plus important que la substitution du béton. Les tendances pour les ressources et puis la santé humaine étaient la même que pour le changement climatique et inversée pour la qualité des écosystèmes, notamment à cause de la grande surface occupée par la récolte. Donc, vous avez ici pour les scénarios minimum où le bois ne remplace pas suffisamment d'acier et de béton et en plus où ces aciers et ces bétons ils sont très peu impactants.
Donc, dans ce cas extrême minimum où on a plus de chances d'avoir une provocation d'impact plutôt qu'un évitement d'impact. Ensuite, pour le troisième objectif, modélisation des arbres qui poussent après la récolte, et puis modélisation du stock dynamique, toujours la même base de données, et pour l'impact du changement climatique, j'ai utilisé le modèle de Levasseur qui permet de faire une évaluation dynamique du changement climatique. Et pour les adeptes de la modélisation dynamique des flux de matière, dedans, il y a comme une convolution entre la fonction d'émission des gaz à effet de serre et puis la fonction du temps de résidence du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, je vais vous présenter pour le scénario minimum et maximum, minimum et moyen, puisque pour le scénario maximum, on aura les mêmes conclusions que le scénario moyen pour les substitutions. Et maintenant, la séquestration du carbone par les arbres, la modélisation du stock dynamique. Et bon, ici, vous l'avez en escalier puisque j'ai représenté uniquement trois années de modélisation pour la simplification de la modélisation puis des calculs. Et là aussi, pour la fin de vie, 3 scénarios de fin de vie. Dans le premier, la structure est déchiquetée, brûlée pour faire de la cogénération, chaleur-électricité, et l'électricité récupérée qui permet d'éviter la production d'éoliennes qui sont prévues dans des feuilles de route au Canada et au Québec. Autre scénario, cogénération évitée par le gaz naturel. Et puis, dernier scénario, production des panneaux particules, où là, le bois n'est pas brûlé, puis le carbone n'est pas réémis dans l'atmosphère, il est resté contenu dans les panneaux particules. Donc, pour le premier scénario, on est dans le cas où la substitution, elle est pas suffisante. La substitution de l'acier et du béton n'est pas suffisante. Et aussi, on voit qu'à long terme, l'impact, il repasse en positif pour 2 raisons. La première, c'est parce que les émissions de gaz à effet de serre de la cogénération sont plus importantes que les émissions évitées par la production des éoliennes. Et aussi parce que à long terme, la séquestration du carbone l'effet de la séquestration va être annulé par l'effet du carbone biogénique qui est émis dans l'atmosphère. Pour le scénario de fin de vie, évitement de la cogénération du gaz naturel. Donc là, c'est principalement dû à l'évitement du gaz naturel que l'effet à long terme il reste négatif, donc dans un évitement d'impact. Et pour la production des panneaux particules, donc on a forcément les émissions de gaz à effet de serre de la production des panneaux particules, mais puisque le carbone reste contenu dans les panneaux, on n'a pas l'annulation avec la séquestration du carbone. Je vais juste terminer rapidement quelques mots avec l'importance de l'évaluation dynamique. Donc ici, il s'agit toujours du scénario où la substitution, elle est plus la substitution de l'acier et du béton, elle est en défaveur du bois, dans le cas extrême minimum, et puis pour la fin de vie où il y a l'évitement des éoliennes. Donc si on regarde à un horizon temporel de 100 ans, avec le facteur de caractérisation statique, qui considère un horizon temporel de 100 ans, on a une inversion des conclusions, où le dynamique on est dans le négatif et le statique on est dans le positif. Et si on regarde à un horizon temporel beaucoup plus lointain, les deux sont dans le positif, même si on a une légère surestimation de l'indicateur statique par rapport à l'indicateur dynamique. Justement parce que le statique, il considère pas cet écart temporel entre la séquestration et la fin de vie. Et pour un horizon plus lointain, pour le cas où la séquestration ou la substitution elle est plus en avantage du bois, là on reste vraiment dans le négatif.
Donc, pour rapidement conclure, l'estimation avec la grande incertitude, elle restait quand même très marginale par rapport à la récolte totale, et ce qui fait que c'était pas forcément elle qui allait conduire à l'atteinte de la limite forestière, que les stratégies et politiques qui veulent répondre aux urgences du changement climatique doivent aussi prêter attention à la qualité des écosystèmes, que c'était la substitution des matériaux acier et béton qui contribuait le plus aux évitements des impacts, et que l'approche statique peut conduire à des conclusions opposées à celles de l'approche dynamique. Euh, Puis enfin, dans des contributions futures, il y a aussi dans l'analyse du cycle de vie conséquentiel la dimension dynamique. Donc, sachant que du coup, on a trois niveaux. On a les flux de matière, on a les flux environnementaux, et en plus, on aura les flux économiques euh, qui vont euh, qui vont permettre aussi peut-être de faire une priorisation entre les scénarios qui pourraient être évités, ou une hiérarchisation entre les scénarios qui pourraient être évités en fin de vie. Pourquoi pas aussi, selon les données, pouvoir comparer la méthode qui a été utilisée avec les permis de bâtir par rapport à une méthode où on est plus avec des données sur le kilogramme de matériaux par mètre carré de bâtiment, et puis évidemment considérer les incertitudes. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Charles, et je vous remercie pour votre attention et pour l'invitation. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre 5 minutes pour répondre à certaines des questions. Je ne sais pas si Sylvain, tu vois dans le fil de discussion les questions, ou si tu préfères que je pose les questions à l'oral pour ça. Je peux voir les questions, je sais pas où est-ce que ça commence. La question, c'est pas de scénario de fin de vie compostage. Je sais pas si c'est cette question-là qui a été posée la dernière. Oui, non, j'ai pas fait de scénario de fin de vie compostage. Mais j'ai vu qu'il y aurait quand même dans le compostage potentiellement une faible partie de, enfin avec les études que j'ai lues, une petite partie de carbone qui serait réémise sous forme de CO2, et potentiellement sous forme de méthane aussi. C'est quoi que l'on pense. Charles, si tu veux poser ta question. Donc, Oui, ouais, merci. juste pour préciser pour Vladimir, pardon, je me souviens pas du pourcentage, mais je pense que c'était quand même vraiment en dessous de 25% si vraiment le matériau était bien enterré. Et puis, ben, forcément, pour les scénarios où le bois est brûlé, c'était 100% des, du carbone qui était émis, d'où le fait que la courbe verte et bleue, elle s'annulait. Oui, Charles? Oui, merci Sylvain pour la présentation. Peut-être sur le sujet du compostage, pour rebondir aussi, à ma connaissance, c'est ça, si c'est pas un scénario de fin de vie qui est courant au Québec, soit le bois est enfoui, ce qui est devenu illégal, mais qui est encore fait, soit le bois est enfoui ou il est directement brûlé, les coproduits sont directement Mm. brûlés dans les scieries comme chauffage ou envoyés comme copeaux, mais c'est pas un scénario qui soit courant, en tout cas pas au point de vue industriel, à ma connaissance. Mais ma question, c'était pour les non-résidentiels. Quel type de bâtiment t'as considéré dans tes études, en fait, dans ton parc non résidentiel, puis quelles données tu as utilisées pour en retirer des quantités de matériaux, tout ça? Dans euh, Par rapport au permis de bâtir, j'avais les institutionnels, commercial et industriel. Aussi, par rapport aux différents cas d'études où j'avais les facteurs de substitution, j'avais les trois. Il me semble que pour des valeurs extrêmes, ça pouvait concerner des gymnases et des stades qui avaient justement une grande surface, et par rapport à la quantité de bois qui est utilisée pour la structure. Pareil pour le pourcentage de structures, de bâtiments qui ont une structure en bois. Je pense que tu connais les études de marché qui ont été faites par Monsieur Robichaud et FP Innovation, donc ça concernait aussi principalement tous les bâtiments non résidentiels. D'accord, merci.
Il y avait une question sur les exports et la substitution. Si tu peux peut-être reprendre cette Alors, question, Sylvain. je vous ai pas présenté, mais j'avais un cas qui peut être comment dire, qui peut être très peu probable où si on atteint la limite forestière, le Québec irait chercher d'autres du bois dans d'autres régions, ce qui changeait pas vraiment les résultats. Et d'autant plus que pour changer les résultats, il aurait fallu traverser plus que la distance du Canada, en fait. Et pour les exportations, généralement, si on serait plus amené à diminuer les exportations les plus éloignées pour pouvoir conserver du bois euh, pour le marché domestique. Mais c'était pas un scénario que j'ai exploré là-dedans. Je vois une question CO2 ou gaz à effet de serre. En fait, disons que les gaz à effet de serre, ce sont tous les gaz qui ont un effet sur le changement climatique, dont le CO2 qui est un peu la référence. Il existe plusieurs indicateurs sur l'impact du changement climatique, dont le CO2 équivalent, qui est le plus utilisé en analyse de cycle de vie. Et si vous voulez, les autres gaz à effet de serre, on mesure leur effet par rapport à l'effet du CO2, et c'est pour ça que vous avez des résultats d'impact sur le changement climatique en CO2 équivalent. C'est-à-dire que tous les autres gaz à effet de serre, on mesure l'équivalent de leur effet par rapport au CO2. Et peut-être que ça peut compléter un peu plus les impacts sur le changement climatique que je vous ai présentés, ils concernent les gaz à effet de serre, sauf quand il était question de carbone biogénique. Là, c'est principalement du CO2 qui est capté et le carbone qui est réémis sous forme de CO2. Merci, Sylvain.